Donc maintenant, vos questions, vos remarques par rapport à l'exposé, ou est-ce que vous avez des compléments à apporter par rapport à l'analyse de la crise politique en France? Qui veut commencer? Oui, merci beaucoup pour ce brillant exposé. Vous avez parlé de l'Europe à la fin et vous avez montré que vous croyez en l'Europe, mais est-ce que l'unité de l'Europe est possible à votre avis? Est-ce que on a bien vu les positions au sein de l'Europe qui sont fondamentalement différentes, des brisures, on a l'Europe de l'Est, on a l'Europe de l'Ouest, bon, voilà. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a de l'espoir de trouver un discours semblable? Ça, c'est l'Union européenne, c'est pas un peuple, c'est pas une nation et c'est pas un État. Et donc, de toute façon, il n'y a pas un chef. J'ai parfois entendu des propositions françaises de dire il faut faire élire un président de la République européen comme on fait pour la France. La première chose qui est impossible, c'est qu'il y a 5 monarchies et un grand-duché. Il faut aller expliquer aux monarchies scandinaves ou belges ou danoises. Non. Donc, il n'y aura pas un chef. D'ailleurs, du coup, il y a des présidents, mais ça tourne tout le temps. Donc, et l'Europe, c'est forcément un compromis, mais il y a un moteur dans le compromis. Et aujourd'hui, tel que nous sommes, puisque les Anglais ont quitté, mais vous voyez bien ils regrettent un peu d'avoir quitté. Aujourd'hui, le socle, si l'on veut entraîner le reste de l'Union européenne, c'est France-Allemagne. Il n'y a pas d'autre socle. Si ce socle-là ne marche pas, alors c'est bancal. L'Allemagne est en difficulté parce qu'elle a misé son économie sur le coût bas du gaz russe, sur le parapluie américain qui n'avait pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, et sur le marché chinois. Or, les trois sont en difficulté et ça la met elle-même en difficulté, et elle a une stabilité politique plus incertaine qu'elle a connue dans le passé. Et la France, je ne dis pas la France est en instabilité politique, même si on a un gouvernement. Mais je crois beaucoup que c'est ce couple-là, ce duo, ce moteur, qui peut faire que bouger ou avancer l'Europe. Parce que sinon, les intérêts sont très divergents. Hein. Les Baltes et les Polonais, ils auront toujours le, le goût du parapluie américain. Je me souviens bien, dans ma vie de parlementaire européen, avoir discuté un jour avec un Polonais. Ils achetaient des F-16 américains. Oui, et je lui dis, mais pourquoi tu achètes ça? On a nos Rafales, on a de quoi te vendre du matériel. Il dit, mais on n'a pas confiance en vous, les Français. On peut avoir confiance qu'aux Américains. Parce que en 1939, le 3 septembre, vous avez déclaré la guerre à l'Allemagne. On ne vous a pas vu venir. Vous avez fait la guerre quand les Allemands vous ont envahi le 10 mai 40. On ne vous a pas vu venir. Donc, nous n'avons pas confiance. Et les Baltes, c'est pareil. Et ensuite, vous avez des intérêts qui sont aujourd'hui hongrois et slovaques, notamment, très tournés vers Moscou. Donc, les intérêts sont très divergents à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'il faut un moteur pour entraîner la voiture, quoi. Mais c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et alors, le nœud ça va être la défense, bien sûr, et puis ça va être aussi la régulation des plateformes. Parce que ça, Musk, il veut casser toute la régulation qui a été mise en place, notamment à l'initiative du commissaire Thierry Breton, hein, qui est le commissaire français. Moi, je regrette qu'il soit parti parce qu'il a été très en pointe sur ces questions-là pour mettre un peu d'ordre dans les plateformes. Mais Musk, il veut détruire ça. Et je pense que c'est un enjeu qui est peut-être moins présent dans le débat public, mais qui va arriver. Donc je crois que voilà, c'est là que pour l'instant, c'est là que. Alors, il y a un nouveau chancelier allemand qui a l'air assez allant. Ils ont dit des choses d'ailleurs étonnantes, les Allemands, hein, comme si c'était plus prêt à payer, hein, parce que c'est ça. Et évidemment, vous allez avoir les débats sur la dissuasion nucléaire, forcément, parce que c'est. Mais c'est pas la première fois qu'il est, parce que Giscard l'avait lancé, Mitterrand, Chirac aussi, voilà,
On sait très bien que le bouton nucléaire ne sera, s'il devait être appuyé, ce que j'espère pas, il ne serait que par le président français. Après, qu'est-ce que c'est qu'un intérêt vital? Il faut rester dans le flou artistique. Alors, qui veut encore intervenir? S'il vous plaît. Une petite question très simple. Tout à l'heure, vous avez expliqué les souhaits, plutôt les velléités d'extension, pas d'expansion, mais d'extension territoriale des grandes puissances, avec la Chine qui lorgne sur Taïwan, qui lorgne sur la partie orientale de la Russie, les États-Unis qui lorgnent sur le Canada, sur le Groenland, sur Panama. Et quand vous avez évoqué la Russie, vous avez dit, vous savez tous, ce que la Russie a en vue. Oui. Je ne suis pas certain qu'on le sache tous. Et en plus, si on pense le savoir, je ne suis pas certain qu'on voit tous la même chose. Alors, J'aimerais bien avoir votre éclairage. oui, alors, oui, vous avez tout à fait raison parce que Catherine II, la tsar de Russie, a dit un jour, la Russie ne connaît pas ses frontières. Et quand on regarde un peu son histoire, et c'est là que vous allez ramener à l'actualité, je ramène à l'actualité, il y a deux endroits où de tout temps, tsaristes, Staline, Poutine visent la Baltique et la mer Noire. Ça, c'est historique. Qui a envahi et annexé les pays baltes? Pierre le Grand, au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce que la Baltique, c'est une sortie pour la Russie par les mers chaudes. C'est pour ça que les pays baltes sont essentiels. Et c'est pour ça que l'Estonie, qui est de l'autre côté de la Finlande, on en parle beaucoup. Et Pierre le Grand a installé sa capitale, Saint-Pétersbourg, au fond du golfe de Carélie. Vous regarderez votre atlas et vous verrez. Aujourd'hui, ils sont énervés parce que toute la mer de Baltique, tout autour, sauf la petite enclave de Kaliningrad, ce sont des pays membres de l'OTAN maintenant. Et il suffirait de boucher le bout de la Baltique pour que les bateaux de commerce ne puissent plus sortir. Donc la Baltique, c'est quelque chose qui est pour eux primordial. Et puis vous avez la deuxième mer, enfin la mer d'Azov et la mer Noire. Ça, c'est Catherine II. Catherine II, au XVIIIe siècle, a annexé la Crimée, en a fait une colonie, une politique de peuplement de Russes chrétiens, en en faisant partir les Tatars, hein, qui étaient des Turco-Mongols. Donc, elle a créé Sébastopol, et plus tard, elle a créé Odessa. Ça, c'est des noms qui nous sont familiers. Pourquoi? Parce que il faut que la Russie, qui est dans des mers froides pour ses navires de guerre ou de commerce, doit pouvoir sortir par la mer Noire et sortir par la Baltique. C'est historique, ça. Un pays fait, en gros, un pays fait toujours la politique et de sa géographie et de sa démographie. Quand on ne fait plus de bébés, il faut bien avoir une autre politique et ainsi de suite. Et donc, vous avez ces deux endroits-là qui sont stratégiques. D'ailleurs, vous avez vu ce que veut piquer Poutine, c'est l'Est. Enfin, il aurait voulu tout prendre peut-être, mais il va peut-être se contenter de l'Est, c'est-à-dire de la maîtrise de la mer Noire et de la mer d'Azov. Et puis, il y a la partie centrale. Alors là, c'est flou. Il y a la Pologne et tout ça, c'est la grande plaine. Et on ne sait pas où ça s'arrête. On ne sait pas où ça s'arrête. Voilà. Mais les deux mers, et d'ailleurs, si je prolonge, mais là, il ne s'agit pas de conquête territoriale, la Russie a installé un port et un aéroport en Syrie, qui s'appelle Tartous, si vous regardez votre carte. Pourquoi là? Parce que c'est l'accès direct à la Méditerranée sans passer par les détroits de Turquie. Parce que pour les détroits des Dardanelles et du Bosphore, il y a un accord qui date de 1936. Quand il y a des bateaux de guerre qui sont dans la mer Noire, s'ils sortent, ils ne peuvent plus rentrer. Et la Turquie, dans l'épreuve ukrainienne, a empêché des bateaux de guerre de rentrer parce que c'est l'accord de 1936. Et donc, Tartous, en Syrie, c'est pour avoir l'accès direct. Et j'ai évoqué Vladivostok, c'est la même chose sur le Pacifique. Donc c'est pour ça que Poutine a dit un jour, moi le réchauffement climatique ça m'arrange beaucoup parce que ça va me libérer des mers, des terres en Sibérie. Lui était pour ça. Et donc vous voyez,
il faut bien avoir ça en tête pour comprendre. Je dis pas, il ne s'agit pas de dire ils ont raison, ils ont tort, c'est pas la question. Mais c'est nous, regardez nous-mêmes, les Français. On a cherché nos frontières naturelles tout le temps. On a les Pyrénées pour l'Espagne, pour l'Italie, on a les Alpes. Et qu'est-ce qu'on a cherché à faire? D'avoir la rive gauche du Rhin, de manière à avoir le fleuve, les Alpes et les Pyrénées pour nous protéger. On n'a jamais pu avoir la rive gauche du Rhin. Napoléon aurait mieux fait de s'arrêter là, on l'aurait. Les Anglais n'ont jamais voulu. Ils avaient une formule, envers, pistolet, braqué au cœur de l'Angleterre. Jamais les Français ne s'installeront là. Et donc, vous avez beaucoup de pays ont ça. Les Américains ont ça, mais eux, ils sont protégés par les deux océans, la forêt canadienne, et là, ils sont en train de se disputer avec les Mexicains, en fait, hein, comme on voit. Donc, en termes territorial, je pense que pour Poutine, c'est les Baltes, je crois. Non, c'est difficile, et l'Ukraine, à cause des deux mers. Voilà. C'est comme ça que, vous savez, pour comprendre la diplomatie, la géopolitique, il faut quelquefois mettre une carte devant soi. Une carte, il faut mettre une carte et il faut rajouter la carte des éoléoducs et des gazoducs du monde entier et les câbles sous-marins pour voir comment ça fonctionne. Quoi. Merci pour la réponse. Alors, une autre question. Merci. J'ai une question beaucoup plus hexagonale. Aujourd'hui, nous vivons, depuis d'ailleurs un petit moment, une véritable crise de la représentativité que représente notre démocratie représentative. Je me pose la question de savoir si nous n'aurions pas intérêt, nous, Français, qui sommes effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, un peuple très politique, très politisé, si nous n'aurions pas tout de même intérêt à développer davantage ce qu'on appelle la démocratie participative. J'exclus le référendum parce que c'est plus compliqué sur le plan constitutionnel, mais développer davantage la démocratie représentative dans la mesure où la somme des pensées de chaque individu permettrait une synthèse qui permettrait de réconcilier en quelque sorte les Français avec leurs représentants. Je pense que c'est important que nous vivions tous ensemble en bonne intelligence, et aujourd'hui, cette crise de la représentativité m'apparaît dangereuse, tout simplement, pour notre démocratie. Alors, il y a plusieurs niveaux dans l'association des citoyens, j'allais dire entre les élections, il y a plusieurs niveaux. Dans la vie locale, il y a eu pas mal de choses qui ont été inventées, avec plus ou moins de succès. Ça a commencé par les commissions extra-municipales dans les années 60, en fait, hein, à Grenoble. Le maire s'appelait Hubert de Bedou, c'est lui qui a commencé ça, à dire bon, ben, on va faire sur tel ou tel sujet des commissions extra-municipales en dehors, en fait, de l'institution elle-même. Puis après, vous avez eu des lois sur les enquêtes publiques, et puis, etc., etc. Il y a eu pas mal moi, j'essaie d'en faire à Quimper un petit peu, mais j'ai aussi assez vite déchanté parce que je me souviens avoir fait des réunions préparatoires au budget. Il n'y avait pas grand monde, euh, plutôt des cheveux blancs, hein, si vous voyez ce que je veux dire, ou pas de cheveux, hein, comme moi. Et en fait, chacun parlait de son truc à lui, quoi. Donc j'ai été un peu échaudé parce que je disais, chacun vient pour sa rue, j'allais dire, quoi. Ça, c'était un peu embêtant. Mais c'est quand même intéressant à chercher sans arrêt, à avoir ce lien avec les citoyens entre les grands moments électoraux. Au niveau national, c'est autre chose, parce que jusqu'à présent, il y a eu plusieurs référendums depuis 1958 qui ont porté soit sur la Constitution, 58, avec l'élection en 62, etc., le raccourcissement du quinquennat en 2000. Il y a eu trois grandes... Et celui de Gaulle qui a échoué en 69. Et après, c'est sur la guerre d'Algérie. Et il y a eu il y a eu le référendum européen dont j'ai parlé, et notamment le référendum de 2005, qui est un immense référendum raté. C'est un référendum raté. Il est raté, j'allais dire, il est raté pour tout le monde. Il est raté pour le président Chirac qui l'a provoqué.
il est raté pour ceux qui approuvaient ce traité, et il est raté pour ceux qui le désapprouvaient parce qu'il ne s'est rien passé après, puisque ce n'est pas un traité réservé à la France. Donc c'est un référendum raté, vous avez remarqué, tout le monde est chaudé depuis. Et pour l'instant, j'allais dire pour l'instant on en est là, et cette idée de référendum elle revient sur le... Mais jusqu'à présent, les référendums ont été une réponse des citoyens, pour la plupart, à celui qui posait la question et pas à la question elle-même. Et on n'est pas des Suisses. Les Suisses, ils gèrent ça très bien. Et même les Américains, pas au niveau national, mais ils gèrent ça très bien, État par État. Ils font plein de référendums. Quand ils votent une fois, ils votent pour un tas de trucs. Ils ont des feuilles énormes. Là, et, mais je trouve. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelque temps sous la présidence Macron, mais même avant, des conventions, hein, des conventions par tirage au sort, etc. Voilà, mais je trouve je trouve que la France ne trouve pas son chemin sur ce terrain-là. Elle ne trouve pas son chemin. Là, par exemple, si le président Macron décidait d'un référendum sur une ou deux questions, allez, moi je mets 80%, ça sera non. Comme on dit, la réponse est non, quelle est la question? Donc, il y a un malaise français sur cette question-là, parce que nous sommes un État unitaire, et puis il y a eu par exemple, beaucoup de Français ont trouvé que le référendum de 2005, il y a eu une trahison après. Moi, je ne pense pas ça, mais les gens ont pensé. C'est comme le référendum de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde demande un référendum, il y en a un, puis on fait rien. Donc il y a un malaise dans cette affaire, quoi. Il y a un malaise. Mais je ne peux pas vous dire plus. Hein. Une question sur le plan national. Comment? J'en ai peut-être une, effectivement. Vous avez indiqué que dans les perspectives, effectivement, remettre de l'ordre dans les finances, c'est-à-dire effectivement être capable de proposer effectivement un certain nombre de réductions de dépenses avec des priorités. Et ce qu'on constate, c'est que année après année, les gouvernements sont complètement dans l'incapacité de mettre en œuvre ces réformes, qui sont pourtant indispensables, parce que si on veut que le pays soit plus fort, notamment à l'international, dont on a quand même beaucoup parlé, on ne peut pas être complètement exsangue sur le plan financier comme on l'est, qui juste met en dépendance par rapport au marché financier. Donc, on n'arrive pas à faire ce type de réforme. On le voit pour la réforme des retraites, 2023, 2024, 2025, hein, on n'arrive même pas à entériner une telle réforme. Donc, ça laisse peu d'espoir, effectivement, cette incapacité, finalement, à gouverner sur le plan financier. D'abord, la France trouvera toujours de l'argent sur les marchés. Je sais pour l'avoir entendu d'un économiste, en mois de novembre, donc ça va faire 3 mois, elle lance sur le marché, je ne sais pas combien de milliards elle cherche des prêts. C'est venu sans problème. Parce qu'en fait, la signature de la France est bonne. Elle paye. Sauf qu'elle paye les intérêts. Et le capital, on le fait rouler, hein, c'est tout. Pas grave, ça, on va en trouver du capital, mais les intérêts, il faut payer. Là, en 2024, je crois, c'est 50 milliards. Donc, ça dépasse le budget de la défense nationale en 2024, et et ça pourrait dépasser dans 2 ans, si ça continue, le budget de l'éducation nationale. Parce que les 3 premiers budgets, c'est défense, intérêt de la dette et éducation nationale. Bon, ça, on trouvera toujours de l'argent. Mais il y a un moment donné, alors je vais introduire une dimension que j'aurais pu le faire au début quand j'ai parlé de comment dire, de la rupture, là, autour j'allais dire, du nouveau capitalisme. Moi, je préfère dire néo-capitalisme que néo-libéralisme, parce que je suis gêné avec le mot, parce que dans le libéralisme, il y a liberté. Le capitalisme, il faut l'appeler chose par son nom, et avec la mondialisation, etc. Et, et, et donc, c'est la compétitivité de l'économie française qui est automatiquement sur la scène. Et
pour avoir vécu le mandat de François Hollande, lorsqu'il a fait sa campagne, il fait son grand discours de janvier 2012. Qu'est-ce que les Français ont retenu? D'un discours comme ça, on retient peu de choses. Je m'en prends au monde de la finance. Vous vous souvenez de ça? Je vais m'en prendre, non pas à la finance, je m'en prends au monde de la finance. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre? Il demande un rapport à Louis Alloy, qui est l'ancien patron de la SNCF, sur la compétitivité de l'économie française. Au mois de novembre. Et lui et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault épousent, parce que c'est logique, ça fait des années qu'on parle de ça. Mais par derrière, ça veut dire réforme des retraites, réforme du code du travail, voilà, tout le reste en découle. Je me souviens bien lui avoir dit, tête à tête dans son bureau, tu as perdu ton électorat. Tu le perds, parce que tu vas être obligé de faire un certain nombre de choses qu'il ne va pas accepter. Mais vous ne pouvez pas faire une campagne électorale sur la compétitivité, tout le monde va vous prendre pour un fou, quoi. Donc, et je pense que les gouvernements, de gauche comme de droite, vont être confrontés à ça. Et je ne sais pas comment ça se conclut, soit par un nouveau de Gaulle qui serre la vis, je ne sais pas, mais alors après, vous pouvez faire des politiques différentes hein, sur la fiscalité, sur les dépenses, il y a 1000 choses à faire, mais ce débat, on n'y échappera pas, sauf si la croissance de l'économie fonctionne à 4%, 5%, on n'aura pas de problème. Sous la 4e République, il y a eu des taux de croissance jusqu'à 6%. C'est pour ça que ça a quand même pu tenir. Je me souviens du mandat de Jospin, à laquelle moi j'étais proche. Pourquoi on dit qu'il a bien tenu? Parce qu'il a eu des taux de croissance de 4%. Quand vous avez des taux de croissance de 4%, vous pouvez régler les problèmes financiers. Là, c'est 1% et moins de 1%. Donc, c'est ingérable. Alors, écoute, mon cher président, on reviendra dans 1 an, ou dans 2 ans, dans 3 ans, dire comment ça s'est passé, quoi. Bonsoir, merci bien pour votre exposé. J'aurais des petites questions pour Bruno. Vous avez évoqué que vous espérez que lors des élections présidentielles dans 2 ans, le candidat qui sera retenu sera masculin. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi elle ne devrait pas être féminine. Et la deuxième question que je me pose, c'est le référendum de 2005 sur le projet de la Convention européenne. Est-ce que vous ne croyez pas que c'était exactement la chose à ne pas faire? Parce que comprenez à ce moment le texte et les implications de ce texte. Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de monde en Europe qui comprenait quoi que ce soit. Donc, certainement pas le citoyen moyen. Ça, c'est vrai. Si j'ai dit un président masculin ou féminin, mais je suis aussi prêt à choisir quel homme et quelle femme. Hein. C'était un clin d'œil. Mais je reviens sur le référendum de 2005 et sur ce fameux traité. En réalité, on a dit constitution, c'est pas une constitution, c'était le rassemblement des traités depuis 1951 en simplifiant, mais ça faisait un paquet énorme. Et quelle a été l'erreur de Chirac pour moi? Il convoque un référendum. Il fallait laisser les Anglais le faire avant. Ils auraient dit non. C'était plus simple que les Anglais disent. Ils auraient dit non, les Anglais. Et nous, quand ils convoquent le référendum, il y a 15 pays qui ont déjà ratifié le traité. 15 par le Parlement ou par référendum. Et dans l'année 2005, il y a 4 référendums. Espagnol en février, français en mai, Pays-Bas en juin et Luxembourg en juillet. À l'époque, j'avais fait les comptes, il y a 54 millions d'électeurs qui s'étaient exprimés entre les 4. Sur les 54, 28 avaient dit oui et 26 avaient dit non. Alors, mon calcul est stupide parce qu'en droit international public, ça ne compte pas, parce que c'est chaque État. Mais il y a eu plusieurs référendums. Ce qui m'a surpris après, pour ça que je dis,
il est raté pour tout le monde. Parce que c'est déjà arrivé des référendums sur des traités non, l'Irlande, le Danemark, mais qu'est-ce qui se passait après? Le gouvernement venait au Conseil européen, il y avait 2 ou 3 choses qu'il fallait changer dans le traité, les chefs d'État et de gouvernement acceptaient de les changer, et on faisait revoter. Mais là, rien. Rien. Chirac ne s'est pas présenté au Conseil européen en disant je suis prêt à recommencer, mais il faut changer ceci, cela. Parce que de toute façon, dans les votes hostiles, il y avait des points de vue tellement différents que je ne vois pas très bien ce qu'il aurait fait. Et ce qui m'a le plus surpris, presque plus surpris, c'est qu'il y a des élections présidentielles après, 2 ans après. Et je me dis, les candidats qui vont l'emporter, parce que certains se sont appuyés sur ce vote, bah, ils vont arriver en tête. Eh ben non. Sont arrivés en tête Sarkozy, Royal, Bayrou, les 3 qui avaient plaidé pour le oui et qui faisaient 72-13% des voix à eux deux. Et donc, dans le débat qui a opposé Royal et Sarkozy après, Sarkozy a dit bah, si je suis élu, je ferai, après quelques modifications, je ferai passer le traité par la voie du Parlement. Et Ségolène l'a dit, moi aussi, mais je le ferai à nouveau par référendum. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, j'ai trouvé que ce référendum, en y réfléchissant, est un immense ratage pour tout le monde, en fait. Pour tout le monde. Moi qui étais à l'époque parlementaire européen, bon, ça c'était dimanche, le mardi c'est la réunion de notre groupe, je peux vous dire le regard sur la France tout d'un coup, parce que aux yeux des autres, nous sommes le père fondateur de l'Union européenne, aux yeux des autres. En 1950, qu'est-ce que c'est que la déclaration de Schuman? C'est simplement la main tendue 5 ans après à l'ennemi d'hier. C'est ça. Il faut bien imaginer que bon, le temps passe maintenant, mais ça revient. C'est le pardon, en fait. C'est le pardon, c'est-à-dire guerre en 1870, guerre en 1914, guerre en 1940, c'est fini. Et faire ça en 1950, moi j'ai toujours trouvé que c'était une prouesse. Les prisonniers viennent de rentrer, les déportés viennent de rentrer, les survivants, les villes sont détruites, les tickets de rationnement ont été arrêtés en 1949, un an avant. Il y a la haine de l'allemand encore qui traîne, hein, le Bosch, le Schleu, ça se dit dans les familles. Hein. Eh bien, moi, il y a des gens, moi je suis émerveillé de ça, qui ont dit c'est la fin. Promesse, et on dit souvent que les hommes politiques ne tiennent pas bien leurs promesses, celle-là, elle a été tenue, parce qu'au sein de l'Union européenne, depuis cette date, il n'y a pas une seule guerre. Pas une seule guerre. Et pas une seule revendication territoriale. Je le dis parce qu'aujourd'hui, Poutine a rompu cette règle, c'est-à-dire je rentre chez le voisin. Il y a un Allemand qui a défini la guerre en disant c'est quoi la guerre? C'est quand un pays rentre chez le voisin. Il n'a pas à rentrer chez le voisin. Le voisin, il est chez lui, on ne rentre pas sans autorisation. Et donc, faire ça en 1950, et faire ça en cachette, parce qu'on a appris depuis que le Conseil des ministres n'avait pas été informé et que Adenauer était dans le coup, mais au dernier moment, parce que s'il y avait eu un référendum à l'époque, c'était non, certainement. Donc, je pense que quelquefois, il ne faut pas de référendum. Et voilà. Donc, mais ce référendum, il a un mauvais goût parce qu'il laisse un mauvais goût dans la bouche de beaucoup, quoi. À la fois de ceux qui ont voté contre et à la fois de ceux qui ont voté pour. Et c'est un mauvais goût. Mais en tout cas, je reviens à ce que vous disiez au début, c'est une des raisons pour lesquelles les présidents ils réfléchissent à 2 fois avant de s'engager dans un nouveau référendum et en déclencher un. Je vois d'ailleurs en ce moment, je ne sais pas trop sur quoi, sur les retraites, sur l'immigration, etc., sur l'aide à mourir, sur je sais pas quoi. D'ailleurs, on demande à ceux qui proposent un référendum, on leur demande jamais de communiquer le texte lui-même. Quelle est la question? C'est quoi la question? Oui, merci.
Vous avez dénoncé l'individualisme des Français, je crois. De là, Vous avez dénoncé l'individualisme des Français, je crois, tout à l'heure. Est-ce que cela explique la baisse de la démographie et avez-vous une solution pour que le Français transmette la vie, fasse des bébés? Merci. alors, pour la démographie, j'ai pas de solution. Je sais comment faire, mais chacun se débrouille. Mais je pense cependant que c'est un problème lourd. Parce que je ne dis même pas dans l'Union européenne, parce que c'est le cas de la Russie, c'est le cas de la Norvège, c'est le cas des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ce continent ou ce bout de continent ne renouvelle plus ses générations. Et y compris dans des États qui avaient une grande tradition de fécondité, très, très imprégnée de l'Église catholique. Je pense à l'Italie, je pense à la Pologne, je pense à l'Irlande. C'est l'effondrement. Et donc ça, c'est un problème et qui rejaillit sur la question migratoire, évidemment. Et c'est pour ça, je pense que la France n'a pas un mauvais système de garde d'enfants, hein, pour les autres pays d'Europe, hein, entre l'école maternelle, les crèches, les haltes garderies, etc., etc. On a même un système d'allocation familiale, etc. Tout le monde n'a pas ça. Mais il n'empêche qu'on en est à 1,7, je crois, l'année dernière, de renouvellement de génération. Et on voit bien que c'est plutôt tendance à la baisse. Hein. Solution, ça, je ne peux pas vous dire. Hein, je peux pas vous dire. Mais je fais le lien avec la question migratoire parce qu'à un moment donné, vous savez, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, un continent vieux, enfin, un continent qui vieillit et qui est prospère, même s'il a ses difficultés internes. Un continent prospère, il y a des pauvres. C'est comme dans les pays pauvres, il y a des riches. Hein. Mais globalement, nous sommes un continent et un pays prospère. S'il vieillit, s'il ne renouvelle pas ses populations, le continent voisin, eh bien, il va chercher à venir là où il y a la lumière. C'est l'histoire de l'humanité. On n'empêchera pas ça. Alors après, il faut réguler ça, comme on dit, mais la question migratoire, elle va être présente. Vous avez vu comment elle a été présente aux États-Unis. Elle a été présente aux élections anglaises du 4 juillet dernier, très présente. Elle est présente en France, et elle va l'être encore plus. Moi, j'ai une position, ma position, c'est pas une position, c'est que c'est la question migratoire n'est une chance ni une malchance, ça va être un besoin. Il suffit d'aller au restaurant, il suffit d'aller dans les cuisines. Peut-être pas à Quimper encore et encore. Il faut aller, quand vous êtes à Paris, regardez qui ramasse les poubelles. Le chauffeur, il est dans le camion, il est blanc. Aux poubelles, c'est les blacks. Hein. À la cuisine, c'est le Bangladesh ou au Sri Lanka. Et donc, ça va être un problème terrible. Alors, à nous, à trouver l'accueil, quand il le faut, quand on le veut. Vous savez, on a oublié la proposition de Mitterrand de 1981. Il a une proposition, il en avait 110, ça n'a pas été appliqué d'ailleurs. Il disait que le plan fixera le nombre annuel des immigrés à venir en France. C'est Mitterrand. 81. Et on a oublié ça. Ça, c'est comme la retraite. C'est vous qui parlez de la retraite. On a fait la retraite à 60 ans. On avait dit 55 pour les femmes. On ne l'a pas fait. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était trop cher. C'est trop cher. Voilà. Où il est le président hein? Ah, il est là. Donc, cela dit, bon, le problème de la démographie, à mon avis, est un problème absolument essentiel. Pas nécessairement sur le très court terme, Non. sur le long terme. Ben oui. Mais pourquoi les Allemands, par exemple, ont horreur de l'inflation? Ils se rappellent les années 20 où il fallait une brouette de marque pour acheter 1 kilo de carottes quasiment. Hein. Ils ont une population vieille qui a de l'épargne. Alors là, on ne touche pas à ça. Parce que l'inflation bouffe l'épargne. Et j'ai vu les études sur les élections allemandes du 23 février. Là. Ah ben, qui a voté pour le chancelier futur?
c'est quand même les anciens. Hein. Ça, il a eu un paquet des plus de 60 ans. Hein. Parce que c'est la protection, l'inflation bouffe l'épargne, bouffe les petites économies, pas les riches, hein, les gens modestes. Et donc, c'est très lié à la démographie, ça. Parce que plus vous avez de vieux comme moi, plus vous restez longtemps sur les listes électorales. Il ne faut jamais oublier ça. On meurt tardivement. Et donc, on reste longtemps sur la liste. Et on vote. Et ça, le corps électoral, dans une démocratie, les élus ne sont pas des héros. Hein. Vous savez, un élu, il adore être réélu. Hein. J'y peux rien, moi, c'est comme ça. Alors, une autre question. Et la politique, voir la crise politique, c'est la métropole, on entend, c'est aussi l'outre-mer. Ah oui. Donc Manuel Valls en revient. Il est parti, il a été bien mal accueilli par les loyalistes parce qu'il avait assez mal communiqué, je veux dire. Il utilisait des mots qui n'ont pas plu. Donc aujourd'hui, serait-il possible que tu nous fasses part de ton regard sur la manière dont on traite le dossier outre-mer, pas la Calédonie seulement, parce que bon, c'est des sujets qui sont très routes maritimes, ressources halieutiques, ressources minérales, etc. Et questions sociales. Voilà. D'abord, c'est ce qui nous reste de nos colonies, hein, de nos empires. Et la France y tient parce que ça. Alors, je vais parler Polynésie et Calédonie et Mayotte, les Réunions, parce que pourquoi on tient à être là-bas? Parce que demain, le monde sera tourné, il est déjà, vers le Pacifique. Dans le rapport entre les États-Unis et la Chine, et il ne faut jamais oublier l'Inde. On a trop tendance à oublier l'Inde qui, dans X années, déjà maintenant, va être une grande puissance. Et donc, la France est là par ses confettis de l'Empire. Et donc, quand il y a ou s'il y a des réunions internationales dans cette zone-là, la France est présente. Et donc, elle tiendra à rester, y compris pour des raisons stratégiques, voire militaires, et puis pour un certain nombre de ressources halieutiques pour les poissons et aussi minières ou minérales. Donc, elle tiendra. Alors après, il ne faut pas oublier que, je pense à la Polynésie et à la Calédonie, elles sont par les Nations Unies. Les Nations Unies ont une vingtaine de zones qui sont déclarées en processus de décolonisation. Et donc, la Calédonie est dans cette liste-là. La Polynésie aussi, mais on parle surtout de la Calédonie. Donc, la Calédonie est vécue comme étant un territoire, le caillou, comme on dit, qui est en cours de décolonisation. Alors, le cas Mayotte, c'est différent parce que je ne sais pas pourquoi on en a fait un département, hein, puisque ce n'était pas nécessaire. Bref. Donc, voilà, la France restera présente dans ces zones-là. À mon avis, quoi qu'il arrive, pour les raisons que je vous donne. Voilà. Mais alors là, il y a un nouveau ministre qui est chargé de ça. Je le connais bien, je le connais tout petit presque. Il est imprégné de la méthode qui a été ouverte par Michel Rocard en 1988 et prolongée par Lionel Jospin en 1998, c'est-à-dire les accords de Matignon 88 et les accords de Nouméa en 98, un processus lent, dialogué, pour aller vers ce que Rocard appelait l'indépendance association. C'était une formule respectant les peuples locaux, les Kanaks, les Caldoles, les Broussards, parce qu'il y a aussi ceux-là dont on ne parle pas. On a fait de la Calédonie dans le passé une colonie de peuplement, comme l'Algérie. Hein, il y avait un ministre d'ailleurs, qui s'appelait Pierre Messmer, qui disait il faut planter du blanc en Calédonie. C'est l'expression, il faut planter du blanc. Les Kanaks sont minoritaires, en fait, maintenant, hein, j'ai l'impression, en termes de nombre, hein, ils sont minoritaires. Donc, il faut trouver une voie apaisée. Je souhaite bon courage. Mais il y a toujours des tendances indépendantistes. Il y en a en Guyane, il y en a aussi en Guadeloupe. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est la Calédonie et Mayotte. Mayotte, c'est les Comores, hein, en fait, il ne faut pas oublier ça, c'est les Comores.
Ils sont indépendants depuis les années 70. Et puis Mayotte, en fait, a voté pour rester français. C'est comme ça qu'ils sont restés français, puis on en a fait un département. Je ne sais plus quand, je sais pas, c'est pas Sarkozy qui a fait ça? Sarkozy, oui, il a fait un département. Voilà. Donc le sujet de Mayotte et Nouvelle-Calédonie sera traité au mois de juin. On fera une Voilà. conférence uniquement sur ces deux territoires. Jean-Jacques Brault, qui sera votre conférencier, il a été haut commissaire en Nouvelle-Calédonie. Et il a été préfet de Mayotte. Et il a été préfet de Mayotte et préfet du Finistère. Préfet du Finistère. Voilà. Et là, Une autre question. c'est son beau-père était Edmond Michelet. Tu as parlé de l'endettement de la France. Et moi, je partage aussi entièrement cette inquiétude-là, parce que 3200 milliards, ça fait quand même beaucoup. Comment se fait-il que dans un pays démocratique comme la France, on n'arrive pas quand même, d'une part, à effacer cette dette et surtout à aller prendre l'argent là où il est. Il ne faut pas demander, l'argent à ceux qui font qu'un repas par jour, mais ceux qui, voilà, tu comprends bien ma question. Ça me tire le pied. D'abord, on ne demande pas de l'argent à ceux qui ont 1 euro par jour. Hein. Ça, c'est pas vrai. Mais à qui nous prête de l'argent? Ce sont environ 55% de notre dette est tenue par les étrangers. Et qui sont-ils? Généralement, ce sont les fonds de pension anglo-saxons, ce sont les fonds souverains, proche-orientaux ou chinois, ou norvégiens, qui ont un fonds souverain très copieux. Donc voilà. Et il y a à Bercy, France Trésor, ils sont une cinquantaine, quasiment jour et nuit à cause des décalages horaires, lancent les titres et l'étranger les achète. Cela, on a besoin de cet argent. On a besoin de cet argent. Donc, tu es obligé, tu ne peux pas effacer la dette. D'abord, on peut effacer la dette, personne ne nous prêtera plus rien. Ça, c'est sûr. Et donc, ça, c'est une. Alors après, prendre l'argent où il est. Oui, mais il est où l'argent? Parce que il y a des riches, bien sûr. Je vais prendre le cas de Bernard Arnault. Et je pourrais prendre d'autres. Pinault, Bolloré, je ne sais pas qui encore, il y en a plein là, ici ou là. Il n'y aurait pas assez de riches d'ailleurs pour payer les intérêts. On n'a pas assez de riches, hein. Il y en a trop peu. Et tu prends le cas de Bernard Arnault, parce que c'est lui qui a été à l'investiture de Trump, c'est lui qui est intervenu après en disant si on me prend trop, je m'en vais, etc. Il a une capitalisation boursière d'environ 200 ou 220 milliards de dollars, d'euros. Mais ce n'est pas sur son compte en banque, hein. Une capitalisation boursière. Bon, il perçoit des dividendes. Ces dividendes, où sont-ils? Après ce qu'on m'a dit, hein, ils sont mis dans une société. Ils ne sont pas sur son compte, hein. Ils sont mis dans une société. Pour monsieur Bernard Arnault, parce qu'il a ses fistons aussi. Et donc, il a une partie qui est sur son compte en banque. Alors, à mon avis, ce n'est pas 3 000 euros hein, qu'il a sur son compte. Ça peut être 2 millions, ça peut être 3 millions sur son compte à lui. Et le reste est réinvesti. Donc, tu vois bien, c'est pas facile. C'est pas facile. Moi, je pense qu'il faut en prendre sur l'impôt sur son revenu, sur ce qu'il touche, ou quand il vend ses titres. Mais il faut faire attention. Je ne suis pas en train de défendre les riches, j'essaie de comprendre le système, comment il marche. Et il faut faire attention à ce qu'ils s'en aillent. Tu vois? C'est comme, je prends le cas de Total. Total, alors c'est pas une famille Total. Total, c'est 12 à 13 milliards de profits, entre 11 et 13 chaque année. En gros, quoi, tu vois. Mais où Total fait-il son profit? En France, zéro, ou rarement. En France, il a des raffineries, il doit avoir 3 ou 4 raffineries et il doit avoir 3500 stations-service. C'est tout. Il fait ses profits sur la zone de production. Alors, il en a un peu partout. Et donc, un jour, moi j'étais au Parlement européen dans l'affaire de l'Erika et
prestige, hein, parce que la cargaison était totale. Et il y avait une dame, Madame Mignonnette, qui était représentée Total. Elle venait voir les députés. Moi, je l'ai vue 50 fois. Et je lui ai dit un jour, mais pourquoi vous ne dites pas aux Français le profit que vous faites pays par pays, pour qu'on sache où vous faites votre profit, puisque vous ne le faites pas ou très peu en France. Elle m'avait répondu, c'était du temps de Chavez au Venezuela, on préfère ne pas le dire parce que si on le dit, Chavez va nous demander beaucoup d'argent. Donc, c'est mystère, tu vois. Mais c'est pas fait en France. Et si tu es un marxiste raisonnable, je te connais, c'est pas vrai. En fait, si le profit est fait chez les ouvriers des autres pays, tu peux pas le piquer pour la France quand même. Faut le rendre aux ouvriers. Et donc, je prends ces exemples-là, que je caricature un peu, mais c'est pour ça que c'est hyper compliqué. Et l'impôt sur le revenu, en plus, il est payé par 47% des foyers fiscaux, ce qui n'est pas beaucoup. Et voilà, donc je souhaite bon courage au gouvernement. Bon courage. Donc la solution est plutôt dans la maîtrise des dépenses, dans le choix Oui, mais quelles des dépenses? dépenses. Oui, mais je ne vois pas quelles dépenses, ou plutôt si, je vois trop bien. On ne touchera pas à la dépense militaire. On touchera pas, on va l'augmenter. On ne touchera pas à la dépense de la police, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire, de la douane et de la sécurité civile. Et peut-être d'autres. Voilà. On ne touchera pas à ça. Quel est le gros paquet qui reste? L'éducation nationale pour l'État. Pour l'État. Parce qu'après, il y a d'autres budgets. Hein. Mais l'éducation nationale, c'est un paquet. Ou les collectivités locales. On peut diminuer là, mais c'est le hurlement à chaque fois. Ou alors, vous tapez sur comment dire, sur la dépense sociale. Alors, c'est quoi la dépense sociale? Vous tapez sur la retraite ou la maladie. Donc, je ne vois pas comment tout ça va se boutiquer. Je ne vois pas. Je vois pas. Donc, bon courage au plus. Sauf si on réussit à avoir 4% de croissance. Alors là, vous avez beaucoup de souplesse. Vous pouvez. Moi, je me souviens de quand Rocard était Premier ministre, il avait un taux de croissance de 3,5%. Il avait un principe, l'argent supplémentaire, ça fait de la rentrée fiscale, c'est un tiers pour le pouvoir d'achat, un tiers pour l'investissement et un tiers pour la réduction de la dette. Je trouvais que c'était un rapport à peu près correct. Mais ça, c'est pas fait pour autant. Pas fait pour autant. Donc voilà, on va rester sur cette interrogation. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions à ce stade? Oui, allez-y. Vous pouvez parler des incidences du réchauffement climatique dans la politique mondiale. Donc, et l'approvisionnement de terres rares, ce que l'on vient de voir, les dépenses qu'il va y avoir au niveau de l'adaptation au changement climatique de chaque État. Actuellement, on avait démarré certaines politiques qui ont été interrompues. C'est un élément qui me paraît assez important. Oui, alors De l'incidence sur la politique mondiale. bah, vous avez vu qu'aujourd'hui, bah, les Américains freinent. Les Américains freinent, même l'Europe freine un peu. Elle ne renonce pas, l'Europe ne renonce pas à son objectif. En fait, son objectif, elle n'y a pas touché. C'est-à-dire en 2050, c'est zéro carbone. Voilà, en 2050. Mais là, je vois bien, il y a des pressions pour ralentir le rythme, parce qu'il faut quand même que la société et le monde économique réussissent, et les particuliers aussi, hein, réussissent à s'y adapter. On ne peut pas demander comme ça de but en blanc de changer toutes les chaudières, hein, c'est bien gentil, mais il faut les payer. Donc il y a un ralentissement du rythme, je trouve, sans toucher à l'objectif. Il y en a un qui est fixé, mais moi je pense que ça va sauter, c'est les plus de voitures thermiques construites en 2035. C'est dans 10 ans. Moi, je ne sais pas, je sais pas si je serai là ou pas, mais je trouve que c'est possible que ça saute sous la pression notamment des Allemands. Mais sinon, pour l'instant, ils ont gardé leurs objectifs, mais ils freinent un peu.
en fait, il faut qu'il y ait une acceptation sociale de cette question-là. Il faut que la population adhère et accepte. Vous savez, quand vous êtes avant-garde, il faut se retourner pour voir si c'est quelqu'un qui suit. Hein. C'est bien gentil d'être avant-garde, mais s'il n'y a personne qui suit, ça ne sert à rien. Donc il faut faire attention parce qu'il se pose des questions sociales. On ne peut pas demander aux gens, il y a des gens qui ont des... Vous ne pouvez pas leur demander de faire des dépenses alors qu'ils ont des revenus modestes, des revenus moyens. Ce n'est pas possible. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner. Ce qui est, mon avis, lourd, je trouve, c'est l'Amérique qui a décidé de renoncer. Les Chinois, non, finalement, les Chinois, ils ont compris que leur population, 1,3 milliard, 1,4 milliard, elle demande ça, elle demande un air pur, elle demande de rejeter moins de carbone, etc. Moi, je pense que le mouvement est lancé. Je crois qu'il est lancé. Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Maintenant, il connaîtra peut-être des allers-retours, des rythmes différents, mais personne ne renoncera à ça. J'en profite pour le dire que à partir du climat, il y a un certain nombre de dossiers aujourd'hui où l'Europe est trop petite, en fait. Trop petite. La question climatique, la question financière, la régulation financière, la question du terrorisme. Tout ça, l'Europe est trop petite, en fait. C'est un petit côté mondial. Hein. Merci. Je crois qu'en parlant effectivement d'écologie, ça fera la transition avec la prochaine conférence le 25 mars. Comment concilier économie et écologie? Il y a aussi l'aspect sociologique. Enfin bon, on se contentera déjà de ce sujet pour le 25 mars. Donc je vous donne rendez-vous à tous pour traiter de ce sujet. Et puis en attendant, merci surtout Bernard Chouanier. Merci à vous pour votre présence, pour la qualité des échanges. Donc, on poursuit donc là, dans 3 semaines. Et puis ensuite, on parlera un peu de la Chine et finalement de la politique. Donc, merci à tous et puis bonsoir.